Qu'en est-il de la situation concernant la guerre entre l'Iran et les États-Unis? Mais avant d'y venir, nous en parlions avant de passer en direct, de votre affaire en Europe. Nous savons que vous avez subi une pression énorme de la part de l'Union européenne, des sanctions, tout ce qui touche à votre vie, tout ce qui l'influence. Pouvez-vous nous dire où en est votre affaire en Europe? Concrètement, je suis toujours exclu du système bancaire. À l'heure actuelle, je n'ai aucun moyen d'accéder à un compte bancaire. Heureusement, certaines personnes me nourrissent ou me donnent de quoi manger parce que je n'ai aucun moyen d'acheter quoi que ce soit sans accès à un compte bancaire. J'ai un peu d'argent liquide, mais c'est tout. Et concernant les sanctions, je ne sais toujours pas jusqu'à quand elles seront appliquées. Le paradoxe, enfin, pas le paradoxe, mais la particularité de ces sanctions, c'est qu'elles n'ont pas de limite. On dit qu'elles sont temporaires, mais en réalité, elles n'ont officiellement aucune limite. Contrairement à une décision de justice, quand vous êtes accusé, non, pas accusé, mais reconnu coupable de quelque chose et que vous êtes sanctionné, la peine dépend de la faute que vous avez commise. Je veux dire, si vous avez volé, je ne sais pas, une petite chose dans un magasin, et si vous avez tué quelqu'un, vous serez en conséquence. Et la durée de votre sanction dépendra de ce que vous avez fait. Dans mon cas, ce n'est pas le cas. Tout d'abord, je vous rappelle que je n'ai été soumis à aucune forme de procès. Il n'y a aucune décision de justice. Je n'ai enfreint aucune loi dans l'Union européenne. Je veux dire, même en Europe, y compris dans mon pays. En fait, dans mon pays, c'est encore plus clair. Parce que dans l'Union européenne, j'ai été condamné en raison de ma liberté d'expression concernant le conflit en Ukraine. Et par exemple, l'Union européenne a affirmé que je faisais de la propagande russe parce que, soi-disant, certaines interviews, je ne sais d'ailleurs pas lesquelles, car ce ne sont pas des interviews que j'ai données à RT ou quoi que ce soit de ce genre, ont été récupérées sur Internet et utilisées par RT à mon insu. En Suisse, RT n'est pas interdit, par exemple. La Suisse est un pays où Sputnik ou RT ne sont pas interdits. Je suis suisse, donc pour moi en fait. Mais ce n'est même pas ça, parce que je n'ai fait aucune propagande. Ce n'est qu'une accusation de l'Union européenne. Il n'y a pas la moindre violation d'une quelconque loi en Europe. Et il n'existe aucune décision judiciaire ou juridique concernant mon cas. Un juge n'a jamais examiné mon dossier. Je n'ai eu aucune possibilité de me défendre. C'est une sanction qui est tombée de nulle part. Et elle n'a pas de limite. Cela veut dire que je n'ai pas été sanctionné pour 1 an ou 6 mois, et ainsi de suite. C'est pour une durée indéterminée. Cela peut durer les 20 prochaines années. Il n'y a absolument aucune limite à cela. Et je ne suis pas, parce que nous avons commencé cette discussion, quand vous m'avez demandé si j'étais allé en Suisse, puisque je vis à Bruxelles, et vous m'avez aussi demandé si j'y étais allé en vacances. Or, je n'ai pas le droit de le faire. Je n'ai pas le droit de retourner dans mon propre pays, ni de sortir de Belgique. Et si je sortais de Belgique, mon dossier deviendrait alors une affaire pénale. Parce qu'à présent, je n'ai pas de condamnation pénale. Comme je l'ai dit, il n'y a aucun jugement pénal, aucun tribunal pénal, personne qui aurait pris cette décision. C'est une simple décision politique. Mais si j'essayais de retourner dans mon pays, alors ce serait une affaire pénale engagée contre moi. Même le gouvernement suisse a protesté auprès de l'Union européenne en disant que ces sanctions portaient atteinte à ma liberté d'expression. Et le gouvernement suisse a aussi protesté parce qu'il n'y a pas eu de procédure régulière, comme je vous l'ai dit. Mais cela n'a aucun effet sur l'Union européenne et les sanctions restent en place, sans la moindre justification.
Enfin, ils ont donné une justification, mais elle ne correspond pas à l'accusation. Et ce ne sont même pas des justifications juridiques, si vous voulez. Et le but de ces sanctions, parce que ce sont les termes de l'Union européenne, le but de ces sanctions est de faire pression sur Vladimir Poutine. Je ne savais pas que j'avais autant d'influence sur Vladimir Poutine, mais il arrive un moment où il vaut mieux en rire, tellement c'est ridicule. Cela montre simplement à quel point des décisions politiques arbitraires guident désormais l'Union européenne. Cela montre que l'Union européenne n'a aucun sens. Et techniquement parlant d'ailleurs, c'est aussi quelque chose que beaucoup de gens, y compris des juristes, constatent. Parce que maintenant, les gens ont commencé à écrire des livres sur moi, sur mon cas, tant c'est extraordinaire. Et le fait est que, techniquement parlant, des décisions comme les sanctions ne reposent pas sur l'état de droit. L'état de droit signifie que les décisions politiques sont régies par le droit. Vous ne pouvez pas. Si vous avez une loi qui sert de cadre, vous prenez votre décision politique dans ce cadre. L'Union européenne fait exactement l'inverse. Ce n'est pas l'état de droit, parce que la politique définit le droit. Ce n'est pas le droit qui définit la politique, c'est la politique qui définit le droit. C'est exactement la définition d'une dictature. Et c'est pour cela que maintenant, si les gens regardent sur Internet, ils peuvent me voir avec ces lunettes noires et une corde autour du cou. J'ai repris cette image d'un film du début des années 70, réalisé par Costa Gavras, sur le procès de Prague des années 50. La situation était exactement la même, mais à l'époque, c'était le Parti communiste qui faisait cela, en Tchécoslovaquie. Ils en ont fait un film avec un acteur français très célèbre, Yves Montand, qui était alors une très grande vedette. Et l'affiche de ce film avait exactement le même aspect que moi aujourd'hui. J'ai reproduit cette affiche. Je vous en enverrai une copie. Je vais reproduire cette affiche avec ma tête dessus, parce que je suis exactement dans la même situation que lors du procès de Prague. En réalité, on n'accuse pas les gens de crimes qu'ils ont commis. On invente simplement un crime pour pouvoir les punir. Et c'est exactement là où nous en sommes. Nous sommes exactement dans la même situation. Nous assistons aujourd'hui à une sorte de soviétisation de l'Europe. À ce stade, c'est précisément le symbole de cette soviétisation de l'Europe. Voilà où en sont les choses. Nous travaillons donc sur cette affaire avec mes avocats. Et encore une fois, comme je l'ai dit, puisqu'il ne s'agit pas d'une décision juridique, il n'y a pas de recours en ce sens. Nous devons en fait saisir la Cour de justice européenne et la convaincre que la Commission européenne a fait quelque chose de mal. Vous voyez, c'est là où nous en sommes. Nous verrons comment cela évolue, mais c'est très lent. Oui, oui. Comme vous l'avez dit, c'est purement politique. Ça n'a rien à voir avec la loi. Zéro. Il n'y a aucun juge, aucun tribunal qui ait statué sur mon sort. C'est pour ça que c'est si difficile. C'est si difficile de s'y opposer. Exactement. Incroyable, colonel. Incroyable. C'est Tangled. J'espère que toutes les personnes qui regardent et qui écoutent comprennent que c'est simplement... Vous savez, pour vous, je me souviens de quand toute cette folie a commencé. Et continuer comme ça, c'est difficile, vous savez. Comment les gens, partout dans le monde. Je sais que notre public, chaque fois que nous parlons de votre affaire, ressent beaucoup de choses pour vous, pour ce qui se passe dans votre affaire en Europe. Malheureusement, c'est en quelque sorte violent. Absolument. J'ai beaucoup de soutien partout, dans tous les pays, dans le monde entier en fait. Vraiment, je reçois des messages de soutien du monde entier. Et il y a aussi, certains partis, je ne veux pas dire lesquels.
Je suis totalement apolitique. Je n'appartiens à aucun parti, et certainement pas à des partis en Allemagne, en Italie, en France ou ailleurs. Mais ces partis utilisent désormais mon nom comme argument pour sortir de l'Union européenne. Parce qu'ils voient cet exemple. Et beaucoup de gens disent, eh bien, le cas Jacques Beau, ça pourrait être nous, n'importe qui en Europe, demain. Et c'est ça qui fait peur aux gens. Parce que s'ils commencent avec ce seul cas, ça veut dire que tout est possible. Nous sommes en route vers une dictature, si nous ne sommes pas déjà dans une dictature. Je vous rappelle qu'il y a aussi eu ce rapport du Sénat, je crois que c'était le Sénat américain, sur l'Union européenne. La liberté d'expression qui disparaît dans l'Union européenne et aussi des ingérences de l'Union européenne dans certains pays. Donc, nous avons vraiment une sorte de comportement de l'Union européenne qui s'apparente à une dictature. C'est incroyable. Oui, j'espère qu'il se passera quelque chose de positif. C'est tout ce que j'espère. Je sais que vous êtes. Nous faisons de notre mieux pour nous sortir de ce pétrin. Mais oui, pas seulement de l'espoir. Il nous faut un peu plus que de l'espoir, je suppose. Exactement. Oui, exactement. Jacques, comment évaluez-vous la situation en Asie occidentale? Nous avons eu la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Puis il y a tout juste 2 jours, les Yéménites ont annoncé et mis en place un blocus contre l'Arabie saoudite. C'était une nouveauté après 12 ans de siège contre le Yémen. Ensuite, les attaques ont commencé. Je pensais que l'Arabie saoudite allait reculer. Elle n'a pas reculé. Elle a répondu. Elle a riposté. Elle a attaqué le Yémen. Puis, lors de l'attaque yéménite contre l'Arabie saoudite, au moins 3 sites d'Aramco ont été touchés. 2 raffineries et une installation de stockage de pétrole. L'un des stockages de pétrole a été touché. Certains rapports ont aussi affirmé que l'oléoduc de Yanbu avait été touché, mais cela n'a pas été confirmé par la suite. Mais au moins, compte tenu de ce qui se passe, l'Arabie saoudite n'a pas l'avantage, parce que du côté du Yémen, ils n'ont rien à perdre. Ils ont été assiégés pendant si longtemps. L'Arabie saoudite, elle, a tout à perdre dans cette guerre, si elle la poursuit. D'un autre côté, on voit Benjamin Netanyahou rentrer aux États-Unis. Le New York Post rapporte qu'il veut fournir à Donald Trump de nouvelles informations de renseignement sur cette montagne qu'ils appellent Kolang, en Iran, la montagne de la pioche. Selon les renseignements israéliens, l'uranium enrichi se trouverait sous cette montagne, dans une installation nucléaire. Karl, au regard de la situation, comment évaluez-vous cette guerre? Si l'on suppose que Benjamin Netanyahou demande à Donald Trump de poursuivre la guerre, est-ce judicieux, compte tenu de ce qui se passe? Eh bien, la réponse courte, c'est que tout le monde sait que ce n'est pas viable. Nous savons que les États-Unis sont déjà dans une situation très tendue en ce qui concerne l'approvisionnement en armes et la logistique. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi un problème de pure logistique opérationnelle, si vous voulez. Pas seulement l'aspect stratégique de l'approvisionnement en armes, mais aussi la logistique au niveau opérationnel. Au début, en février, lorsque les États-Unis ont commencé la guerre contre l'Iran, ils disposaient d'un réseau complet de bases où l'on pouvait avoir du carburant, des munitions, tout ce qu'il fallait. On pouvait aussi réparer les avions, enfin, assurer leur maintenance et tout le reste. Et il y avait toutes ces bases à travers le Moyen-Orient, du Koweït à l'Arabie saoudite, jusqu'à la Jordanie, avec la célèbre base de Muwafaq Salti. Aujourd'hui, ce que les Iraniens ont fait, c'est essentiellement détruire toutes ces installations. Et en fait, en utilisant leurs missiles, ils ont repoussé les États-Unis vers la base de Muwafaq. Et même là, ils ont été durement frappés par ces missiles. Cela signifie que les États-Unis n'ont plus beaucoup d'endroits où ils peuvent entretenir leur aviation, leur force aérienne et tout le reste.
Autrement dit, ce processus de démantèlement des bases américaines n'a pas seulement une dimension géographique. Il a aussi une dimension logistique, parce qu'il rend désormais la logistique américaine beaucoup plus complexe. Il faut ravitailler les avions depuis beaucoup plus loin. Il faut acheminer les munitions, les réapprovisionnements ou le carburant depuis beaucoup plus loin du, disons, théâtre d'opération. Cela veut donc dire que les avions peuvent voler moins longtemps, ils devront probablement emporter moins de munitions, et ainsi de suite. Cela a donc des conséquences opérationnelles. Il ne s'agit pas seulement de la dimension géographique consistant à chasser les États-Unis de la région, cela a aussi des implications opérationnelles. C'était également l'objectif des Iraniens. Mais ça, c'est le contexte militaire, si vous voulez. Maintenant, si l'on prend du recul et qu'on regarde d'abord la dimension stratégique, nous avons à présent à la fois les Yéménites et les Iraniens qui sont par essence dans un conflit existentiel. Je veux dire que, pour eux, c'est une guerre existentielle. Cela signifie qu'ils n'ont rien à perdre, parce qu'ils savent qu'Israël comme les États-Unis veulent les détruire, en particulier l'Iran. Donc quand on se trouve dans une telle situation où l'on n'a rien à perdre, alors évidemment, on est prêt à l'escalade. Et en fait, ce que je viens d'expliquer, c'est le résultat d'une escalade en cours menée par l'Iran. À la fois une escalade horizontale, quand vous élargissez le cercle de vos opérations afin de repousser les États-Unis loin de votre pays. C'est ce qu'ils ont fait. Et en même temps, vous avez une escalade verticale, dans le sens où vous augmentez l'intensité de vos frappes contre les États-Unis. Vous accroissez donc la pression, ainsi que l'ampleur ou la portée de vos frappes. C'est d'ailleurs ce que les Iraniens appellent l'escalade inconditionnelle. C'est le principe doctrinal de l'Iran, cette escalade sans condition. Et c'est exactement ce qu'ils font. Et ça fonctionne. Mais bien sûr, on arrive maintenant à un point où les Américains doivent réagir. Et comment peuvent-ils réagir? Ils ne peuvent pas vraiment faire monter le conflit d'un cran, parce que, évidemment, ils pourraient utiliser une bombe nucléaire ou des choses comme ça, mais je ne pense pas qu'ils veuillent le faire à ce stade, du moins. Donc, jusqu'ici, nous ne sommes pas dans ce genre de situation. Mais bien sûr, ils peuvent probablement augmenter le nombre de frappes, la puissance des bombes et ce genre de choses. Mais comme nous le savons, et comme je l'ai expliqué auparavant, cela devient de plus en plus difficile pour eux. Il se pourrait que Netanyahou ait demandé des troupes au sol, des soldats sur le terrain. C'est ce que cela semble indiquer. Je veux dire, nous avons parlé de cette éventuelle opération contre Pickaxe Mountain. J'ai du mal à le prononcer. Et selon moi, pour Israël, il ne s'agit pas de prendre cette montagne. L'idée de Netanyahou, c'est de mettre le pied dans la porte, si vous voulez, et de disposer d'une force au sol. Et ensuite, les États-Unis seraient coincés avec ça. Parce que même dans le meilleur des cas, qu'est-ce qu'on peut obtenir avec ça? On ne peut pas tenir un endroit pareil très longtemps, surtout dans un pays comme l'Iran. Donc, si vous parvenez à prendre, et je pense que ce sera tout de suite une tâche très difficile, cet uranium enrichi qui serait entreposé dans la montagne, il y aura peut-être des pertes. Il y a aussi le risque que les hommes que vous envoyez là-bas ne puissent pas revenir. Cela voudrait dire que les États-Unis seraient obligés d'envoyer davantage de troupes et d'établir une sorte de tête de pont à l'intérieur de l'Iran pour récupérer ces soldats. Donc, cela signifie qu'en substance, les États-Unis seraient engagés, dans une certaine mesure, dans une guerre au sol. Et c'est probablement ce que Netanyahou veut lui dire. Comme vous l'avez dit, il a été suggéré que Netanyahou fournirait probablement des renseignements à Donald Trump. Si j'étais Donald Trump, je serais extrêmement prudent.
Je ne le suis pas, mais je serai extrêmement prudent avec les renseignements israéliens. But I would be extremely cautious about Israeli intelligence. I mean, so far, we have seen that Israeli intelligence was Je veux dire, jusqu'à présent, nous avons vu que les renseignements israéliens étaient systématiquement faux, que ce soit intentionnellement ou non. Intentionnellement, eh bien, cela pourrait s'expliquer par le fait qu'Israël veut désespérément étendre cette guerre, veut désespérément que les États-Unis soient impliqués de façon permanente dans une sorte de guerre permanente contre l'Iran et tous ces pays. Je veux dire, c'est une constante de la politique israélienne depuis les années 50. Donc il serait logique d'avoir une forme de désinformation pour attirer les États-Unis dans une opération très, disons, alléchante. Et en fait, Netanyahou a réussi à le faire en février, parce que tous les précédents présidents américains n'étaient pas tombés dans le piège. Seul Trump est tombé dans ce piège. Tous les autres ont refusé de s'en prendre à l'Iran, malgré les demandes de Netanyahou. The request of Netanyahu. So it may fall once again in this. Il pourrait une fois de plus tomber dans ce piège, parce qu'il a besoin d'un succès. Il doit démontrer que ce qu'il a fait jusqu'ici porte quelques fruits. Et donc, la perspective d'un succès pourrait l'attirer. Le problème, c'est que même si l'on part du principe que les Israéliens ne cherchent pas intentionnellement à entraîner les États-Unis, je serai extrêmement prudent quant à leurs renseignements. Israël est un pays, et pour la plupart des gens, je parle de ceux qui ne connaissent pas le travail du renseignement, qui n'ont pas évolué dans ce milieu, qui n'ont pas été confrontés au volet analytique des opérations de renseignement. Il y a le sentiment, et c'est ce qu'on peut lire dans de nombreux articles de presse, qu'Israël possède les meilleurs services de renseignement au monde. C'est faux. C'est totalement faux. Enfin, c'est partiellement faux, si je peux apporter une nuance. Israël a une excellente capacité à détecter les personnes qu'il qualifie de terroristes. Et s'ils veulent trouver quelqu'un, ils trouveront certainement cette personne. C'est ce type de renseignement sécuritaire ou de renseignement pour tuer. Ils en sont capables. Mais quand il s'agit d'évaluer la menace, d'évaluer leurs voisins, d'évaluer les capacités de leurs voisins, et même dans le reste du monde, d'ailleurs, c'est probablement le pire renseignement au monde. Et pour une raison très simple. C'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre quand on est une organisation de renseignement. On ne peut pas se permettre d'être motivé par l'idéologie. On peut l'être, je veux dire comme le gouvernement israélien, mais pas seulement le gouvernement israélien. On a ça aussi en Europe. La France est aussi motivée idéologiquement, et tout ça. Le gouvernement peut être motivé idéologiquement, et vous pouvez avoir une politique motivée idéologiquement. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais ça peut arriver. Mais ce qui ne doit pas arriver, c'est d'avoir un renseignement motivé idéologiquement. Le renseignement a pour mission d'évaluer l'ennemi. Et quand vous évaluez l'ennemi, vous devez essayer de comprendre comment l'ennemi pense, pas comment vous pensez qu'il est. Vous devez pouvoir vous mettre à la place de l'ennemi pour comprendre exactement comment, dans ce cas, l'Iran, mais ça pourrait être les Yéménites ou les Palestiniens, conçoit la guerre, conçoit son avenir, comprend le combat, comprend la victoire, comprend ses capacités ou perçoit sa capacité à supporter des pertes. Vous savez, subir des pertes, c'est quelque chose de profondément culturel. Si vous entrez si vous regardez, par exemple, la guerre que nous avons aujourd'hui avec l'Iran, vous avez, je ne sais pas combien de morts, et c'est probablement très largement sous-estimé. Mais néanmoins, disons qu'il y a environ 50 morts aux États-Unis. À mon avis, il y en a probablement beaucoup plus, mais je ne sais pas. Partons sur 50. Pour les États-Unis, 50 personnes, c'est déjà un problème. Maintenant, comparé avec le nombre de morts qu'il y a eu en Iran jusqu'à présent. On est déjà à des milliers.
On a exactement la même chose avec le Hezbollah. On a vu la même chose avec les Palestiniens. Ils peuvent subir beaucoup plus de morts que les Israéliens. Et les Israéliens, avec déjà quelques morts, ont le sentiment d'avoir perdu.